Bon, bah, évidemment, nous sommes très heureux de vous avoir tous là aujourd'hui. Nous accueillons donc Monsieur le maire de Bethléem et nous avons aussi des intervenants de grande qualité. Et j'espère que vous apprécierez ce colloque qui vous donnera, comme on l'a mis sur le papier, des clés pour mieux comprendre et surtout, pour mieux agir. Voilà, on a besoin vraiment d'éléments qui agissent. Et on vous conseille fortement de mobiliser les gens autour de vous, notamment les jeunes. Il serait bien qu'il y ait un renouveau. Et je passe la parole à Monsieur le maire de Bethléem. صباح الخير للجميع. Bonjour tout le monde. وأتمنى أن يكون هذا اللقاء لقاء مثمر. J'espère que cette réunion sera fructueuse pour nous tous. وبشكر جميع القائمين على هذا الحدث. Je remercie tous les organisateurs et organisatrices pour l'organisation d'un tel événement. تجمع المؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني في مونبلييه. Il s'agit là d'une réunion de plusieurs institutions solidaires de la cause palestinienne et du peuple palestinien à Montpellier. وبهذه المناسبة بقدم لتجمع المؤسسات. À cette occasion, j'offre à l'Assemblée cette réunion, cette assemblée d'institutions d'organisations solidaires de la Palestine, شعار بلدية بيت لحم. le symbole de la municipalité de Bethléem. لنتذكر هذا اللقاء. Nous voulons garder ça en mémoire. ولنعزز علاقاتنا في المستقبل. Nous veillons aussi à mieux renforcer nos relations à l'avenir. لنستطيع معا أن نعمل من أجل فلسطين ومن أجل الشعب الفلسطيني. Notre objectif est d'œuvrer tous ensemble pour soutenir le peuple palestinien et la cause de Palestine. ومن أجل السلام في الشرق الأوسط. Nous œuvrons pour la paix dans tout le Moyen-Orient. المتأكد أنا بأن الجميع يسعى إليه. Je suis certain que nous sommes tous dirigés vers le même but, la paix. شكرا لكم. Merci beaucoup. Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à tous et vous remercie d'être si nombreux. L'association France-Palestine Solidarité tient avant toute chose à remercier vivement M. Mesquida, M. Delafosse et le conseil départemental pour leur soutien à ce colloque et pour nous accueillir dans le bel auditorium de Pierre-Vive. M. Delafosse devait être là, je ne sais pas s'il est présent. Si c'était le cas, je lui céderai tout de suite la parole pour qu'il nous dise un mot. Non, bon. Donc voilà, s'il arrive, on lui donnera la parole. Nous remercions également Madame Carole Delga pour le soutien de la région et saluons la présence de Madame Meunier-Polge. Merci aussi à la mairie pour sa contribution. Nous sommes très fiers aujourd'hui de la qualité et de la diversité des intervenants qui nous ont fait l'honneur d'avoir répondu présent. Nous les en remercions très chaleureusement. Il s'agit de Adam Aloni, Hassan Balawi, Martine Brisemur, Philippe Doma, Robert Kissous, Patrick Le Yarrick, Ayman Odé et Anton Salman. Nous regrettons l'absence de M. Elias Sambar qui a dû annuler sa venue au colloque. Un grand merci aussi à nos partenaires du collectif Palestine 34, sans qui ce colloque et l'organisation de cette journée n'auraient pas pu se faire dans les mêmes conditions. Merci aussi évidemment à tous les bénévoles de la FPS 34 qui travaillent depuis un long moment maintenant pour que tout se passe bien en cette journée. Nos remerciements vont également au Centre de documentation des Tiers-Mondes pour le travail bibliographique réalisé et la présence de documentation à l'entrée de la salle. Merci enfin au président d'honneur de la FPS, M. Taoufik Tahani, d'être parmi nous. Rappelons que ce colloque a reçu le soutien de la FPS nationale et qu'il s'inscrit pleinement dans le cadre de la campagne nationale 1917, 1947, 1967, 2017, Justice pour la Palestine. À ce titre, certains de nos invités ont déjà participé à des manifestations nationales. Monsieur Ayman Odé, par exemple, a eu l'occasion de donner une belle conférence à Paris il y a quelques jours. Et Monsieur Aloni de Bethléem s'est entretenu avec des associations françaises. La FPS 34, elle, pour sa part,
a pris l'initiative de tenir ce colloque ici il y a un peu plus d'1 an et d'inviter toutes les personnes présentes. Mais finalement, la journée d'aujourd'hui est en fait le point d'orgue d'une série d'événements qui a partagé tous la même ambition de nous donner et de vous donner des clés pour comprendre et des clés pour agir. Elle fait donc suite à une conférence débat qui s'est tenue au Gazette Café, une conférence de René Bachmann en présence des étudiants journalistes de l'école de Montpellier. Il y a également eu 2 projections dans les cinémas montpelliérains, le film Les 18 fugitifs d'Amer Chomali et Paul Cowan et Un long été brûlant en Palestine de Norma Marcos. Enfin, 2 expositions ont complété ce programme. Une exposition de photographie de Nora Schweitzer, j'espère que je ne massacre pas son nom, Les enfants de Samidoun à la brasserie Le Dôme, et une exposition très pédagogique que je vous conseille sur la Nakba qui est toujours visible au Diagonal Cinéma jusqu'au 21 octobre. Au cours de ce colloque, donc aujourd'hui, qui s'intitule « De la déclaration Balfour à aujourd'hui une tragédie coloniale », nous ne pouvions bien évidemment pas demander aux intervenants de traiter tous les sujets et toutes les dates. Il était impossible de restituer sur une journée toute l'histoire de la dépossession. D'où justement l'importance d'avoir organisé en amont d'autres événements pour pouvoir vous offrir l'éclairage le plus large possible. Le film, par exemple, projeté au cinéma, a permis l'occasion de parler de Gaza et de la situation à l'été 2014. Alors revenons plutôt aux dates qui nous occupent aujourd'hui, 1917, 1947, 1967. 3 dates évidemment incontournables pour comprendre la longue tragédie coloniale que vit le peuple palestinien. Une histoire coloniale finalement très classique du début du XXe siècle, mais qui est singulière par sa durée, par son ampleur et par les drames qu'elle a engendrés. Elle a pris la forme d'une dépossession progressive et systématique, méthodique même, du droit des Palestiniens. Elle a conduit à l'expulsion, au massacre et à l'exode de centaines de milliers de Palestiniens. 1917 d'abord, il y a donc 100 ans, le ministre des Affaires étrangères, Lord Balfour, se déclarait favorable à l'établissement en Palestine d'un foyer national juif, alors même que ceci ne représente que 10% de la population. C'est ce qu'on appelle la déclaration Balfour, et M. Philippe Domas y reviendra plus précisément dans son intervention. Il y a 70 ans maintenant, en 1947, les Nations Unies adoptent une série de recommandations qui visent au partage de la Palestine en 2 États, l'un juif, l'autre arabe. Avec ce plan, les Juifs, qui ne représentent que 35% de la population sur le territoire, obtiennent 55% de celui-ci. 1 an après cette date, Israël se proclame indépendant. S'ensuit une guerre avec les voisins arabes. Le bilan de cette guerre sera absolument désastreux pour les Palestiniens. Israël s'étend désormais sur 78% de la Palestine. Près de 750 000 personnes ont fui les massacres ou ont été expulsées. Des centaines de villages ont également été détruits. C'est ce que les Palestiniens appellent la Nakba. Il leur reste alors 22% de la terre, mais celle-ci passe sous contrôle jordanien pour la Cisjordanie et la bande de Gaza sous contrôle égyptien. Maintenant 1967, il y a tout juste 50 ans donc. Encore une défaite pour la Syrie, l'Égypte et la Jordanie. Israël occupe désormais tout le territoire, Cisjordanie, bande de Gaza et Jérusalem. Pour les Palestiniens, c'est un nouvel exode vers les camps de réfugiés en Palestine et vers les pays voisins. Depuis cette date, Israël poursuit sans relâche sa politique de colonisation et d'occupation. En novembre 1967, le Conseil de sécurité vote la résolution 242. Elle reste jusqu'à aujourd'hui lettre morte. Après 100 ans, donc un siècle de dépossession du peuple palestinien, cette journée se veut l'occasion de vous donner des clés pour mieux comprendre, pour décrypter ce processus colonial et des clés pour agir afin d'y mettre un terme et de faire respecter le droit du peuple palestinien. À travers le choix des thématiques et des intervenants, la FPS 34 a pris le parti de donner la parole à des responsables politiques éminents et des militants de la société civile. Ils s'engagent tous en faveur du droit et contre l'injustice et l'impunité. Ils s'engagent ici, en France, en Europe, en Palestine ou en Israël. À l'occasion de la première table ronde, donc, nous voulions revenir sur le processus d'occupation militaire et de colonisation, en mettant un projecteur particulier sur la situation à Jérusalem et à Bethléem. Anton Salman, maire de Bethléem, nous parlera donc de la situation à Bethléem, et Adam Aloni, représentant de l'ONG B'Tselem,
nous parlera, lui, des droits de l'homme dans les territoires occupés. Bethléem maintenant. Bethléem parce que certains l'ignorent peut-être, mais c'est une ville qui est jumelée avec Montpellier. D'ailleurs, monsieur le maire de Bethléem, que je remercie également pour son cadeau, a eu l'occasion de découvrir notre ville et de rencontrer les associations, les représentants ecclésiastiques et la communauté chrétienne de Montpellier à l'occasion de sa venue ici. Voilà, Bethléem vit une situation particulièrement désastreuse qui pourra nous présenter et on se doit d'être au courant, d'être informé parce que cette ville est jumelée avec Montpellier, rappelons-le. La question de Jérusalem, elle aussi, elle résonne particulièrement ici à Montpellier. En effet, il se tient à Montpellier chaque année ce qu'on appelle la Journée de Jérusalem. C'est une manifestation qui s'efforce de vouloir démontrer que Jérusalem serait la capitale éternelle d'Israël, niant ainsi le droit reconnu aux Palestiniens sur Jérusalem-Est et en faisant fi du droit international. Cette manifestation nie également l'occupation militaire et l'annexion illégale. La France n'a jamais reconnu cette annexion comme tous les autres pays d'ailleurs. Pourtant, ici, chez nous, des collectivités territoriales soutiennent publiquement cette manifestation. En début d'après-midi, c'est la capacité des citoyens à agir et à faire réagir les politiques qui sera abordée avec Madame Martine Brisemur, responsable de la coordination Israël-Territoire palestinien occupé pour Amnesty International, et avec Monsieur Robert Kissous, ancien membre du Bureau national de l'AFPS et membre fondateur du tribunal Russell pour la Palestine. Nous terminerons cette journée en tentant de répondre à une question que, à mon avis, nous nous sommes tous posés au moins une fois. Pourquoi l'impunité d'Israël ? Ayman Odeh, avocat et homme politique palestinien, citoyen d'Israël, qui préside la coalition Liste unifiée à la Knesset. Hassan Balawi, diplomate palestinien chargé d'une mission auprès de l'Union européenne. Et enfin, Patrick Le Guerric, directeur du journal L'Humanité et député européen, tenteront de nous apporter des réponses. Le programme de ce colloque sera donc, je l'espère, riche. Nous souhaitons vraiment que cette journée permette un dialogue entre les intervenants présents et la salle. Aussi, nous vous demanderons donc de respecter certaines petites règles. Les interventions lors des tables rondes ne devront pas dépasser 30 minutes afin de permettre un échange de qualité avec la salle. Les questions ou remarques de l'auditoire seront elles aussi limitées à 3 minutes maximum par intervention, afin de permettre à tout le monde de s'exprimer. D'ailleurs, il sera également possible que vous posiez des questions par écrit en les faisant parvenir en bas jusqu'au modérateur. J'ai oublié de préciser qu'une traduction était disponible, comme vous l'avez vu à l'entrée. Nous remercions par avance les traducteurs et bien entendu toute l'équipe de ce lieu qui va nous permettre, nous l'espérons, que ce colloque se tienne dans les meilleures conditions. Merci de votre attention donc et au nom de tous les membres de l'AFPS 34, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je cède la parole à monsieur Philippe Doma, universitaire, spécialiste du mandat britannique, qui va nous faire un rappel historique sur la déclaration Balfour. On vous a précisé les 3 dates importantes, 1917, 1947 et 1967. 1917, c'est le 2 novembre, la déclaration Balfour. 1947, c'est le 29 novembre, la division de la Palestine à l'ONU. Et 1967, c'est l'occupation des territoires qui n'avaient pas été inclus dans le territoire israélien. Donc c'est la totalité de la Palestine qui est occupée. Moi, je voudrais vous parler de la déclaration Balfour. Alors la déclaration Balfour, tout le monde connaît. On sait ce que c'est. C'est l'Empire britannique, bête et méchant. Et pour la rendre encore plus terrifiante, on dit que c'est un lord qui l'a signé. Balfour n'était pas lord. Il est devenu par la suite Lord Balfour. C'est une époque où les Britanniques nommaient des lords et aimaient beaucoup un lord célibataire et sans enfant. Comme ça, son titre ne devenait pas héréditaire. Mais au moment de la déclaration Balfour, il n'y avait pas de lord. Alors... Ah ben voilà, Lord, vous voyez, on lui attribue le titre de Lord pour le rendre plus terrifiant encore. Alors la déclaration Balfour, je suppose qu'on va avoir le texte quelque part et qu'on va pouvoir le lire. Ah ben oui, on a le texte en anglais. Hein.
Et je le vois en anglais. Alors, tout en français. En côté, moi, j'en vois qu'une partie. C'est pas grave, dit-on. Je suis là pour parler de la déclaration Balfour. C'est extrêmement grave si on ne l'a pas en entier. Alors, la déclaration Balfour, d'abord, la première remarque à faire, c'est que c'est un texte très court. S'il s'agissait d'administrer un territoire, vraiment, c'est insuffisant. Ça ne répond pas à la question du tout. Donc, on peut déjà dire que ça n'est pas pour administrer un texte de territoire. C'est un texte de propagande. Quand on fait la guerre avec des hommes et des canons, et on fait également la guerre avec de la propagande. Eh bien, ça, c'est de la propagande. L'idée était de rallier à la cause des Alliés pendant la guerre les populations du monde entier, de la Russie d'un côté, des États-Unis de l'autre. Et l'idée était d'utiliser pour cette propagande la population juive, parce qu'on considérait qu'ils avaient, par exemple, aux États-Unis, ils occupaient des postes importants, que ce soit dans l'université, dans le journalisme, ils pouvaient influer sur la... Et en Russie aussi, ils venaient de subir une vague de pogroms qui avait été épouvantable, et on pouvait les utiliser dans la propagande. Alors, c'était l'idée. Là, après, on s'est borné au mouvement sioniste. Le document n'est pas direct au mouvement sioniste, il est de façon indirecte par l'intermédiaire de Lord Rothschild, qui était un grand représentant de la communauté juive britannique, et on utilisait son nom, sa fonction, sa célébrité, et pour faire passer le message aux sionistes. Alors, ensuite, on en vient au message proprement dit, qui comporte deux parties. Premièrement, la promesse, et deuxièmement, les deux clauses de sauvegarde. Alors, la promesse, le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Bon, le vocabulaire est extrêmement hasardeux ici. L'établissement en Palestine d'un foyer national. Qu'est-ce que c'est qu'un foyer national? Un foyer national, ça n'existe pas. Il n'y a aucune définition en droit d'un foyer national. Alors, comment en est-on arrivé à cette formulation? Ce sont les sionistes eux-mêmes qui l'ont su, puisque de toute façon, la déclaration Balfour, je suppose que vous connaissez cette histoire, c'était Chaim Weizmann, qui était un chimiste à l'université de Manchester et qui avait découvert une méthode pour fabriquer de l'acétone qui était à la fois économe et efficace. Et l'acétone était indispensable pour les munitions sur le front. Alors on aurait dit à Weizmann, on va vous accorder une décoration, quelque chose, une médaille. Et Weizmann aurait répondu, moi je ne veux pas de décoration. Si vous voulez vraiment me faire plaisir, il faut que vous vous déterminiez pour le mouvement sioniste dont je suis membre. Ce serait ça la motivation de la déclaration. Alors vous voyez comment les choses se font. L'avenir d'un territoire qui est décidé pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc les sionistes ont mis au point ce vocabulaire foyer national. Les sionistes étaient très clairs. Ce qu'ils voulaient, c'était un État. Depuis la publication du livre de Herzl en 1896, l'État des Juifs, il n'y avait aucun doute que ce qu'ils réclamaient, c'était un État. Mais à l'époque où on en était, ça paraissait
tenir du rêve, quoi. C'était... Les sionistes eux-mêmes n'osaient pas dire ce que nous voulons, c'est un État. Alors ils disaient ce que nous voulons, c'est un foyer national. Et ce sont les sionistes eux-mêmes qui ont rédigé la déclaration Balfour. Monsieur Balfour était un homme très indolent. Et ce n'est pas lui qui se mettait en quatre pour faire les choses. Il leur a dit, si vous voulez une déclaration, rédigez-la vous-même. Et ils l'ont rédigée vous-même, et le cabinet n'a fait que corriger quelques petites choses, mais en particulier, il a laissé un foyer national. Alors, foyer national, toute l'ambiguïté pendant la durée du mandat, on ne saura jamais ce que c'est qu'un foyer. Les sionistes étaient très clairs pour eux, l'interpréter comme voulant dire un État, il n'y a aucun doute. Mais personne d'autre que eux, si vous n'êtes pas sioniste, vous ne pouvez pas interpréter ça comme voulant dire un État. La deuxième chose, c'est un foyer national pour le peuple juif. Peuple juif, c'est extrêmement important pour les sionistes, c'est-à-dire reconnaître que les juifs du monde entier constituent un peuple, alors que les juifs du monde entier, c'est pratiquement l'inverse d'un peuple. Un peuple, ça suppose au moins un territoire et une population, et les juifs du monde entier n'ont ni territoire ni population. Donc, moi, je n'utilise jamais le terme peuple. J'ai beaucoup étudié cette question. Qu'est-ce que veut dire peuple? Peuple, c'est un mot qui a beaucoup de sens différents. Quand le pape parle du peuple des réformés, des baptisés, il ne veut pas dire qu'il va constituer un État. Bon, je vais m'arrêter là. Je crois que j'en ai assez dit. Il y a les clauses de sauvegarde. J'aimerais quand même dire un mot sur les deux clauses de sauvegarde. Il y en a une pour le peuple palestinien, où c'est écrit que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. C'est vraiment des sionistes qui ont rédigé ça. Pour eux, il y a les juifs et les autres. Et alors, en Palestine, alors qu'il y avait des gens, un peuple qui vivait en Palestine, eux, ils disent des communautés non juives. Il y a ceux qui étaient juifs et ceux qui ne l'étaient pas. Et ceux qui ne l'étaient pas, au lieu de... eux constituaient un peuple. Là, il y a vraiment un peuple palestinien. Ceux qui étaient un peuple, on ne les désigne pas comme peuple, et ceux qui n'étaient pas un peuple, on les désigne comme peuple. C'est contradictoire. Et on les répartissait en petites collectivités. Et alors, la dernière clause de sauvegarde, c'est celle qui concerne les Juifs du monde entier, qui a été rédigée à la demande d'un Juif qui s'appelait Edwin Montagu, qui était membre du cabinet britannique et qui était ministre de l'Inde. En Inde, il y avait un vice-roi sur place et il y avait un ministre à Londres. Et le ministre a dit, quand je parle aux Indiens, je veux que les Indiens n'aient aucun doute dans leur perception, que je parle au nom du royaume britannique, de l'État, de l'Empire britannique, et que je ne relève pas d'une nationalité différente. Autrement dit, ne pas imposer une nationalité juive à l'ensemble de la population juive. Alors je vous laisse là-dessus. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, en particulier sur la suite, puisque ça a eu des conséquences, mais je m'arrête là.